Bien, alors donc pour la séance d'aujourd'hui, donc je rappelle, en fait dans ce cours, donc on arrive on va dire à la dernière partie de ce cours. Et justement la dernière partie de ce cours, donc il va falloir qu'on travaille sur un petit projet, on va dire un projet, à travers lequel on va synthétiser, on va faire une synthèse en fait de tout ce que, en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc on va travailler sur un projet donc, dans lequel on va travailler côté backend avec Spring. Le front-end, donc on va travailler avec Angular. Et puis il y a la sécurité, donc il y a trois parties. Il y a la sécurité avec Spring Security et JSON Web Token. Donc ça veut dire on va essayer à travers ce projet, vous allez apprendre les bonnes, on va dire, si vous passez en entreprise, comment vous allez développer les applications, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faudrait respecter. Donc c'est pour cela que ces deux dernières ou les trois dernières séances, ils sont explicitement réservés pour ça, pour vous laisser le temps de finaliser le projet. Et comme ça, donc, on aura l'occasion de commencer. Il y a un autre cours que je devrais vous faire aussi, donc, concernant l'intelligence artificielle distribuée, notamment les systèmes multi-agents. Et on aura encore l'occasion, encore de travailler avec Spring, notamment avec Spring AI, qui est une nouvelle, on va dire, si vous voulez, des nouvelles solutions de Spring qui permettent d'interagir avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui fait, on va rester toujours dans le côté applicatif, mais cette fois-ci dans le cadre de comment créer des applications basées sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée, qui est une partie également qui est très importante. Donc, on va voir comment interagir avec des modèles comme ChatGPT, comme d'autres modèles open source de type, par exemple, Llama ou Mixtral, etc. Comment mettre en œuvre des architectures de type RAG, Retrieval Augmented Generation. Tout ça, c'est quelque chose qui est très demandé par les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est de nouveau dans l'écosystème. Donc, nous, on va essayer de profiter de ça parce que vous avez un cours en première année qui s'appelle les systèmes multi-agents. Donc, le cours dit les systèmes multi-agents, normalement, c'est fait pour créer, c'est pour comment implémenter des applications basées sur l'intelligence artificielle distribuée. Et justement, on va profiter de ce cours-là, on va le mettre à jour un petit peu, comme ça on va essayer d'inclure la partie qui reste. Donc pour nous, pour le cours de l'architecture J2E et middleware, donc on va essayer de le finaliser par ce projet, d'accord? Alors donc j'invite tout le monde, en tout cas, à travailler sur ce projet-là parce que c'est l'évaluation finale en fait, de ce module. C'est-à-dire, c'est un module dans lequel on va essayer de travailler ça en trois parties. Donc, c'est-à-dire sur les trois étapes. Donc, dans la première étape, on va essayer de travailler le back-end. On va tester le back-end. Dans la deuxième étape, on va travailler sur le front-end avec Angular. Et dans la troisième partie, ça concerne la partie sécurité. Comment sécuriser donc l'application. Et après, par la suite, il restera donc, c'est-à-dire des parties qui sont libres, donc dans lesquelles vous pouvez apporter des éléments supplémentaires. Donc ça, c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Alors, je rappelle que pour développer des applications d'entreprise, donc en principe des applications web, il y a deux modèles. Il y a le modèle rendu HTML côté serveur, dans lequel on génère du code HTML côté serveur. Et pour générer du code HTML côté serveur, nous avons dit qu'il vous faut utiliser un moteur de template côté serveur, comme par exemple TeamLeaf. Donc on a vu comment faire ça, comment travailler avec ça. Et puis il y a le modèle rendu HTML côté client, dans lequel le client, plutôt le serveur, il va souvent générer des résultats au format JSON.
Et puis, donc, notre backend, dans notre backend, on va créer ce qu'on appelle des REST controllers ou bien des web services RESTful qui vont retourner les résultats en format JSON. Et puis, côté front-end, on aura besoin d'utiliser un framework front-end comme Angular. Donc, on a vu les concepts de base de Angular et donc avec lequel on va essayer de créer le front-end. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, c'est qu'on crée l'application back-end, front-end, on va la sécuriser. Et surtout, à la fin, on va essayer de travailler. Donc, on va essayer d'intégrer. On va essayer d'intégrer donc l'application dans des conteneurs Docker, parce qu'en fait, la partie opérationnelle est très importante. Donc, la partie DevOps, si vous voulez. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va créer des conteneurs Docker et j'aurai l'occasion de vous montrer comment est-ce qu'on va déployer ça en production dans un serveur, et comme ça vous aurez une idée comment les applications sont déployées au final, sachant que cette partie-là DevOps, c'est l'année prochaine que vous allez faire tout ça en détail. Mais si vous voulez ce projet-là, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc il faut avoir quelque chose comme, à partir d'un problème, nous avons une conception, nous avons un développement, nous avons les tests, et à la fin on va déployer via si vous voulez, des conteneurs Docker. Alors, donc l'architecture d'une application d'une manière générale, donc je rappelle que l'application souvent elle se compose de 3 couches. Il y a la couche web. Donc la couche web souvent c'est une partie dans laquelle on va créer les REST controllers ou bien les web services RESTful. C'est des contrôleurs tout simplement qui vont recevoir des requêtes HTTP et à la fin ils vont générer des rendus au format JSON. À chaque fois que la couche web reçoit des requêtes, il va déclencher des traitements. Et généralement, les traitements se font dans ce qu'on appelle la couche service. C'est la couche métier de l'application. En fait, la couche service ou bien la couche métier, c'est la partie dans laquelle on va implémenter les exigences fonctionnelles. La couche métier elle-même, elle va faire appel à la couche DAO. Et la couche DAO, c'est elle qui va accéder aux données de l'application. Donc, globalement, vous allez trouver toujours les 3 couches. La couche web, la couche service, la couche DAO. Et que pour développer cette application, les premiers objets que vous créez, les premières classes que vous créez, c'est les entités. En fait, je rappelle que les entités, c'est quoi? C'est des classes qui correspondent à des tables dans la base de données. Les entités, généralement, c'est des Java Beans. Alors, le terme qu'on utilise, les Java Beans, c'est quoi? C'est des classes dans lesquelles on trouve que des attributs et les getters et setters. Donc, il n'y a pas d'autres méthodes, il n'y a que des données. C'est des objets qui portent les données. Et donc, les entités GPA, donc c'est les entités d'une manière générale. Bon, c'est des classes qu'on va utiliser dans la couche DAO. Alors, pourquoi on va les utiliser dans la couche DAO? Parce que c'est la couche DAO qui gère la persistance. C'est normal, parce que c'est dans la couche DAO qu'on va faire le mapping objet relationnel. Les entités, on va les utiliser également dans la couche métier. C'est normal, parce que la couche métier, quand il fait appel à la couche DAO, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer des entités. Et puis, les entités peuvent être utilisées également dans la couche web. C'est-à-dire dans le contrôleur, quand il fait appel à la couche métier, il récupère également les entités. Donc c'est pour cela que les entités, les classes, les entités, c'est des classes qu'on va exploiter dans toutes les couches de l'application, la couche DAO, la couche métier et la couche web. Alors sauf que si vous utilisez les entités, dans la couche web ici, si vous utilisez les entités dans la couche web, vous allez rencontrer un problème. Donc, quel est le problème que vous allez rencontrer? Regardez bien. Alors, supposons, vous créez une application qui permet de gérer des employés. Donc, vous avez une application qui permet de gérer des employés et que la classe employé, qui est une entité, contient beaucoup d'attributs, 50 attributs. Alors, pourquoi 50 attributs? Parce que dans la base de données, dans la table employé, il y a 50 colonnes. Alors maintenant, si dans votre contrôleur, on veut créer une méthode qui permet de consulter un employé. Donc à chaque fois la partie front, web ou bien mobile, demande un employé,
Ben, cet employé-là, on va l'envoyer, donc c'est-à-dire l'employé, il va être envoyé au client au format JSON. C'est-à-dire côté front-end, quand vous envoyez une requête vers le back-end, qu'est-ce qu'on va récupérer? Ben, on va récupérer un employé avec tous ses attributs. Avec tous les attributs. Alors, sauf que le problème, c'est que côté front-end, parfois, en fait, on n'a pas besoin de tous ces attributs. Je n'ai pas besoin de tous les attributs. Peut-être côté front-end, j'ai besoin juste du nom de l'employé, de son salaire, de la date, quelques attributs. Il dit que donc, côté front-end, on va recevoir beaucoup de données dont on n'a pas besoin. Une application front-end web ou de la mobile, quand il me demande un employé, je lui envoie l'objet employé qui contient beaucoup de données. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, vous allez avoir côté front-end, si vous regardez les données que vous récupérez front-end, vous allez voir que le front-end va recevoir beaucoup d'informations et beaucoup de données dont on n'a pas besoin. Alors, pire encore, c'est qu'un employé appartient à un département. Donc, ça veut dire que vous avez une relation entre la classe employé et le département, n'est-ce pas? Et un département appartient par exemple à un établissement. Alors, si votre contrôleur va retourner un objet employé, donc quand vous allez envoyer l'objet employé au front-end, si vous regardez les données de JSON, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver les informations sur l'employé et vous allez également trouver les informations sur le département et vous allez trouver également les informations sur l'établissement. Donc, c'est-à-dire que le client, l'application front-end, il a juste besoin d'afficher le nom d'employé, le salaire et par exemple la date de naissance. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit tous les attributs d'employé, tous les attributs de département, également les attributs de l'établissement. Et ça, c'est trop, n'est-ce pas? Alors, en plus, supposons ici, vous avez une boucle, plutôt une relation bidirectionnelle. Vous avez par exemple ici une relation de type 1 à plusieurs bidirectionnelle. C'est-à-dire que dans la classe employé, vous avez un objet de type département. Et dans la classe département, vous avez une liste d'employés. Alors, quand on va envoyer l'employé au format JSON, à l'intérieur de employé, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le département. Et à l'intérieur du département, on va trouver la liste des employés. Et à l'intérieur de l'employeur, donc vous allez tomber dans une boucle infinie. Donc vous voyez donc, si vous utilisez les entités GPA, les entités, si vous les utilisez faire de la couche web, vous allez rencontrer ce problème. Alors c'est pour cela, ce n'est pas une bonne pratique d'utiliser les entités dans la couche web. Quelle est la solution? Ben, la solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les DTO. Alors en fait, les DTO, c'est quoi? DTO, ça veut dire Data Transfer Object. Data Transfer Object. Alors les DTO, c'est quoi? C'est des objets. C'est des objets qu'on va utiliser uniquement dans la couche UI, User Interface, de la couche web, dans laquelle on va transférer uniquement les données dont on a besoin. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici j'ai la classe employé. J'ai la classe employé ici. Entité. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre classe, copier-coller, que je vais appeler employé DTO. Employé DTO. Ben, je fais que copier-coller. Donc jusque-là, donc la classe employé et la classe employé DTO, c'est la même chose. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe employé DTO, je vais supprimer tous les attributs dont je n'ai pas besoin, côté front-end. Toutes les relations, toutes les annotations, tous les attributs dont je n'ai pas besoin côté front-end, je vais les supprimer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que
ben, la couche web, quand il va appeler la couche service va faire appel à la couche repository. La couche repository, qu'est-ce qu'il va retourner? L'objet employé. Et maintenant, la couche service, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un objet de type employé DTO. Donc, au lieu de retourner un objet employé, je vais retourner un objet employé DTO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couche métier, il va faire un travail supplémentaire. Donc, le travail supplémentaire, c'est que la couche métier, il va récupérer l'objet employé, il va créer un objet employé DTO, et après, il va faire une opération de transfert. C'est-à-dire, il va transférer les données de l'objet employé vers l'objet employé DTO. Alors, cette opération qui permet de faire le transfert, c'est ce qu'on appelle un mapper. Un mapper. Alors, le mapper, c'est quoi en fait? Le mapper, c'est juste une classe que vous allez créer et dans laquelle vous allez créer des méthodes. Vous créez une méthode qui va recevoir l'input un objet employé. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un objet employé DTO. Vous créez une autre méthode qui fait l'inverse. Vous lui donnez un objet employé DTO et qu'est-ce qu'il va retourner? Un objet employé. D'accord? Alors le mapper, qu'est-ce qu'il fait techniquement parlant? Il fait des opérations simples. Get, set. Employé.getName, employé DTO, setName. Employé.getEmail, employé DTO.setEmail. C'est-à-dire juste qu'un dire get pour récupérer une variable, l'objet, ou set pour la transférer vers l'autre objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me connecte vers la base de données, qu'est-ce que je suis la couche métier. Je vais vers la base de données, qu'est-ce que je récupère? L'objet employé. L'objet employé, il est lourd. Il fait beaucoup de données. Qu'est-ce que je vais faire en tant que couche métier? Je vais créer un objet qui est beaucoup plus léger, qui s'appelle employé DTO, dans lequel je vais avoir que les attributs dont on a besoin de la partie front. Et puis je vais transférer les données qui se trouvent dans l'objet employé et je les transfère vers l'objet employé DTO. Et dans ce cas-là, la couche web, il va retourner uniquement, il va manipuler quoi? Que les DTO. Et du coup, donc, on va avoir cette architecture. Vous voyez? On va voir cette architecture. Vous voyez donc les entités, ils seront utilisés pour la couche métier et ils seront utilisés pour quelle couche? Service. Voilà, donc, la couche DAO, repository, la couche service, mais après, vous désactivez le microphone s'il vous plaît. Donc, il va être utilisé la couche repository et la couche web. Plutôt la couche service. Mais après, la couche web, on va utiliser les DTO. Donc, au lieu d'utiliser les entités, on va utiliser les DTO. Donc, on aura besoin de ce qu'on appelle du mapper. Alors, les mappers, donc, vous pouvez faire manuellement get, set, c'est les codes, mais c'est trop lourd parce que dans la pratique, vous allez écrire beaucoup de codes comme ça. Beaucoup de codes get, set. Alors, pour éviter d'écrire le code get, set, il existe des frameworks qui permettent de créer des mappers. Alors, parmi les frameworks qui sont populaires que vous allez utiliser dans ce projet, il y a Model Mapper. Voilà, il y a Model Mapper. C'est un framework qu'on va utiliser. Il y a Mapstruct, etc. Gmapper, etc. Donc, il y en a beaucoup. Donc, les frameworks, si vous voulez, les frameworks, c'est très simple. Vous lui dites par exemple, transfère-moi un objet, l'objet employé, tu me le transfères vers un objet de type employé DTO. Et c'est lui qui va faire get, set, il transfère les données, après il retourne. Donc ça m'évite un petit peu d'écrire le code. Donc tout ça, vous allez l'utiliser. Et donc, voilà l'architecture, l'architecture des applications qu'on va retrouver beaucoup en entreprise. C'est-à-dire toutes les applications développées en entreprise, c'est des applications souvent qui respectent cette architecture. Quelles que soient les technologies, que ce soit Java ou .NET ou
Node.js ou la Python, là, je ne sais pas quoi. Si vous voulez respecter les bonnes pratiques, vous allez faire ça, oui. C'est pour contrôler le comportement des objets VTO. Oui. Le cas de modèle Matter ou Oui. Qui est une solution. Alors, pour contrôler le comportement des DTO, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par le comportement? Parce que pour moi, le comportement, c'est les méthodes. Les attributs. Définir les attributs à transférer. Bien sûr, il faut, les attributs à transférer. Là, justement, là, c'est un peu ce que je vous dis là. C'est que Hadley Framework, il vous offre toutes les solutions pour transférer un objet vers un autre. Il y a des cas simples. Il y a quand les classes nomment les attributs qui portent les mêmes noms, les transfèrent. Et si les attributs n'ont pas des mêmes noms et des mêmes structures, il y a des handlers, donc c'est-à-dire les frameworks vous offrent généralement toutes les techniques pour transférer. Mais généralement, donc tout ça, on va le retrouver dans la pratique. Peut-être on va discuter des cas particuliers. Oui. Les DTO, on les utilise pour optimiser les données qu'on envoie à la partie front-end. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que potentiellement, si par exemple j'ai deux vues pour la même entité, par exemple employé, Ouais. une vue j'ai juste besoin de trois propriétés. Ouais. Une autre, tu as besoin de 4. Voilà, donc je vais avoir deux DTO qui sont différents. Oui. Alors pour ta question, c'est intéressant, mais dans les pratiques, et d'ailleurs vous allez voir, il y a beaucoup de DTO que vous allez créer. C'est que pour chaque le contrôleur, d'accord, chaque contrôleur, le contrôleur fait des méthodes. Dans le contrôleur fait des méthodes. Chaque méthode, pour chaque méthode du contrôleur, chaque méthode, vous allez créer deux DTO. Un objet request DTO et un objet response DTO. Donc, c'est-à-dire, for request, il faut dire quelles sont les données que je vais lire, je vais créer une classe. Et après, il faut dire, le résultat que je vais envoyer. Donc, je vais créer une autre classe. Donc, c'est-à-dire, dans la pratique, vous allez, pour chaque méthode du contrôleur, vous allez avoir deux DTO. Un objet request DTO et un objet response DTO. Donc, ce qui fait que dans votre application, vous allez avoir beaucoup de DTO que vous allez créer. Donc, c'est pour cela que vous avez besoin d'un framework qui permet de faire ça facilement. Parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps à écrire que les DTO. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Alors, ça, c'est le projet sur lequel on va travailler. On va essayer de respecter, d'expérimenter les choses comme ça. Donc, ça veut dire que dans la pratique, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est que dans un projet, à chaque fois que vous allez créer un projet, il faut créer ça. En premier lieu, normalement, les objets que vous allez créer. 1, c'est les entités. 2, c'est les repositories. 3, les DTO. Mapper. 4, service. 5, parce que le service utilise le mapper. Et après, ici, 7. 6. C'est les composants. Donc, dans une application, il y a les entités, il y a les repositories, il y a les DTO, il y a le mapper, il y a les services et les contrôleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver toujours sur le backend. Alors, après, il y en a d'autres types de composants que vous allez ajouter, comme les exceptions, comme les validateurs, comme etc., etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont s'ajouter. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'architecture. Alors maintenant, l'exemple sur lequel on va travailler, c'est un exemple d'application de digital banking. Donc c'est une application dans laquelle on va essayer de gérer des comptes bancaires, bank account. Alors chaque compte bancaire est défini par son ID, la date de création, la balance, c'est le solde, le statut, l'état du compte. Alors en fait, l'état du compte, on va le déclarer de type account status, c'est un type énumérateur, qui peut avoir les valeurs suivantes, soit created, soit activated, soit suspended. Et puis donc il y a la currency, c'est la devise. Alors chaque compte appartient à un client. Et un client peut avoir plusieurs comptes. Ça veut dire ici on va gérer une association de type one to many. One to many, many to one.
Alors, dans l'exemple, parce qu'il y a des démonstrations que je vais vous donner, dans lesquelles vous allez, ça va vous aider à implémenter ça. Vous allez voir que nous avons utilisé des associations bidirectionnelles. Et là, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Bidirectionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classe Customer, je vais déclarer une liste de Bank Account. Et dans la classe Bank Account, je vais déclarer un objet de type Customer. N'est-ce pas? Alors ça, c'est côté orienté objet. Donc l'orienté objet, une relation bidirectionnelle, c'est comme ça. Ça veut dire quoi bidirectionnel? Ça veut dire que si j'ai un objet de type Bank Account, je peux avoir les informations sur le Customer. Et même l'objet Bank Account, je peux afficher avoir le nom du Customer, son prénom, son adresse. À partir d'un objet Customer, si j'ai un objet Customer, je peux avoir la liste des comptes de ce Customer. Donc, il y a bidirectionnel. Alors, sauf que dans la pratique, la question qu'il faut se poser, est-ce que j'aurai toujours besoin des associations bidirectionnelles? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la réalité ici, par exemple, et il faut se poser la question, si la relation est dans ce sens-là, unidirectionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classe Bank Account, je vais déclarer un objet de type Customer. Mais dans la classe Customer, je n'ai pas besoin d'une liste de comptes. Généralement, quand vous avez une relation one-to-many, donc avec le sens de many to one, avec le sens many to one, il est toujours utile. Il est justifié. À partir de l'objet Bank Account, c'est fort probable que j'aurai besoin des informations sur le client. Donc là, il est justifié. Mais par contre, l'autre sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Et dans votre application, est-ce que à partir d'un objet Customer, j'ai forcément besoin de la liste des comptes? C'est très rare. Donc souvent, on n'a pas besoin. Donc avec le côté de one-to-many, la liste, si vous l'utilisez, il est là. Mais si vous regardez bien dans la pratique, vous n'allez pas trop l'exploiter. Donc c'est-à-dire, il ne sert pas à grand chose. Si à la rigueur, si vous voulez, à partir d'un client, si vous avez une information sur le client, Customer, si à partir du Customer, je veux la liste des comptes de ce Customer, ce n'est pas un problème. Je vais créer une méthode repository find account by Customer. J'appelle la méthode et il va me donner les comptes de ce Customer en cas de besoin. Donc, je n'ai pas besoin de la relation chercher avec les comptes. Donc, ce qui fait que ce qui serait plus utile dans les relations one-to-many, many-to-one, c'est le côté many-to-one. Mais dans cet exemple-là, vous allez implémenter des relations bidirectionnelles. Vous les faites bidirectionnelles, comme ça, à la fin, vous allez voir c'est quoi l'intérêt. Si vous regardez, vous créez votre relation bidirectionnelle, à la fin, vous allez évaluer votre application et vous allez voir qu'avec la liste que vous avez déclarée là, elle ne sert à rien. Elle ne sert pas à grand-chose. À moins si vous trouvez une utilité particulière. Donc, c'est un peu ça. La même chose ici. En fait, un compte peut subir plusieurs opérations. D'accord? Et une opération concerne un compte. Vous avez ici une relation de type one-to-many, many-to-one. Alors, la même chose. Normalement, quand j'ai une opération, la question qu'il faut se poser, j'ai une opération, est-ce qu'à partir d'une opération, j'aurai besoin d'avoir les informations sur le compte? C'est très rare dans une application bancaire. On ne va jamais chercher une opération particulière pour savoir à quel compte appartient cette opération. Ça peut être utile, mais c'est très rare. Mais par contre, ici, quand j'ai un compte, il se peut que vous avez besoin de stocker une liste d'opérations. Alors, ici, on va dire que les deux sens sont intéressants, donc on va utiliser ici une relation qui est bidirectionnelle. Donc, chaque opération est définie par son ID, la date, le montant, le type de l'opération. Alors, le type d'opération, il peut être soit débit, soit crédit. Et puis, nous avons ici deux types de comptes. Ici, on va utiliser l'héritage. Donc, vous avez deux types de comptes. Il y a les comptes courants et les comptes épargne.
En fait, un compte courant, c'est quoi? Un compte courant, c'est un compte qui possède ce qu'on appelle un découvert. Alors, le découvert, c'est tout simplement, si vous avez un compte, par exemple, avec un découvert de 10 000 dirhams, ça veut dire que vous pouvez être débiteur jusqu'à moins 10 000 dirhams. C'est le compte à découvert. Donc, c'est ce que j'ai appelé ici overdraft. Et puis, un compte épargne, c'est un compte qui possède le taux d'intérêt. Donc, c'est quoi la différence entre un compte courant et un compte épargne? Un compte courant est défini par quoi? Par ID, created at, balance, status, currency et le découvert. Et un compte épargne, il est défini par quoi? Par ID, created at, balance, statut, currency et le taux d'intérêt. Donc, ici, c'est l'héritage. Donc, l'héritage, ici, il est justifié. Alors, justement, dans cet exemple-là, c'est exprès. Nous allons introduire à de l'héritage ici. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui fait partie des concepts fondamentaux de l'orienté objet. Et parfois, on l'utilise dans le modèle. Mais la question, c'est que ici, nous avons une base de données relationnelle. Et du coup, donc, nous allons avoir... Vous savez, dans les bases de données relationnelles, il n'y a pas d'héritage. Donc, le concept de l'héritage n'existe pas dans les bases de données relationnelles. C'est-à-dire, dans les bases de données relationnelles, une table ne peut pas hériter d'une autre table. Ça n'existe pas. Donc, la question qu'il faut se poser, comment mapper l'héritage dans les bases de données relationnelles? C'est-à-dire, comment un héritage peut être représenté dans une base de données relationnelle? Autrement dit, est-ce que je vais créer une seule table dans laquelle je vais créer aussi bien les comptes courants que les comptes épargne? Ou bien, est-ce que je vais créer deux tables, une table pour stocker les comptes courants, une table pour stocker les comptes épargne? Ou bien, est-ce que je vais créer une table bank account, une table current account et une table saving account? Alors, techniquement parlant, on peut faire les trois. C'est-à-dire, pour représenter l'héritage dans une base de données relationnelle, on peut utiliser trois stratégies, trois solutions. Donc, on a les trois solutions. Donc, la première solution, ça s'appelle single table. Donc, single table, représenter l'héritage avec ce qu'on appelle une single table. Single table, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer une seule table que je vais appeler bank account, dans laquelle, les colonnes que je vais mettre dans cette table. Il y aura ID, created at, balance, statut, currency, overdraft et interest rate. Donc, c'est-à-dire une seule table dans laquelle je vais mettre toutes les colonnes, c'est ça. ID, la date, balance, statut, currency, overdraft, current rate, plutôt le taux d'intérêt, interest rate. Et puis, bien sûr, il y a Customer ID. Pourquoi Customer ID? Parce que quand vous avez une relation de type one-to-many, ça veut dire que dans la table Bank Account, je vais avoir une clé étrangère qui représente le customer. Parce qu'un compte appartient à un client. Ça veut dire que dans la table Account, je vais avoir une colonne Customer ID. Donc, je vais créer une seule table, Bank Accounts, dans laquelle je vais mettre toutes les colonnes et en plus, je vais ajouter une colonne type. Donc, si la colonne type. La colonne type, c'est une colonne qui permet de faire quoi? Qui permet de faire la différence entre les comptes courants et les comptes épargne. C'est la colonne qui va m'indiquer est-ce qu'il s'agit d'un compte courant ou bien d'un compte épargne. Donc, cette colonne type, c'est ce qu'on appelle discriminator colonne. Alors, discriminator colonne, ça veut dire c'est la colonne qui va discriminer, qui va dire la ligne, c'est un compte courant ou bien cette ligne, c'est un compte épargne. Par exemple, si type égale CC, pour moi, c'est un compte courant. Si c'est égal CE, ça veut dire c'est un compte épargne. Alors, donc, il y a la stratégie single table. Single table, ça veut dire représenter toute la hiérarchie de classe. On dit la hiérarchie de classe avec l'héritage que je vais représenter avec une single table. Alors, la stratégie single table, il a des avantages. Les avantages, c'est que vous avez une seule table dans laquelle je vais stocker aussi bien les comptes courants que les comptes épargne. Et quand je vais chercher des comptes, je vais chercher dans une seule table. Et quand on fait la recherche dans une seule table, c'est beaucoup plus rapide
que si on fait de la recherche dans plusieurs tables. Donc ça veut dire que la stratégie single table, son avantage principal, c'est les performances. C'est très rapide. Mais il a un inconvénient. Donc, je n'ai de l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir des colonnes qui vont rester nulles. Par exemple, ici, par exemple, faire de la ligne, c'est un compte courant. Et comme c'est un compte courant, je vais avoir la date, balance, status, currency, overdraft. Mais pour un compte courant, est-ce qu'il a un taux d'intérêt? Non. Donc un compte courant n'a pas de taux d'intérêt. Donc ici, la ligne de la table, je vais avoir la colonne taux égale nul. Il va rester nul. Ça veut dire quoi? Il va rester nul. Il va rester nul, ça veut dire que j'ai réservé 4 octets. Supposons que la colonne taux d'intérêt, il occupe 4 octets. Je vais réserver 4 octets pour cette ligne que je ne vais jamais utiliser. Ça veut dire que le stockage, quand je vais stocker, la base de données, je réserve de l'espace que je ne vais pas exploiter. La même chose ici, si c'est un compte épargne, vous voyez donc la colonne overdraft, il va rester nul. La même chose. Donc, pour chaque ligne, je vais trouver une colonne qui va rester nulle. Alors, quand il y a une seule colonne qui reste nulle, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas un problème. Mais quand le nombre de colonnes qui restent nulles dépasse le nombre de colonnes qui ne sont pas nulles, là il y a problème. Alors supposons que vous avez une classe A, une classe parente A, et après vous avez des classes dérivées A1, A2, A3. Donc, la classe A, ça c'est l'héritage. La classe A, j'ai 5 colonnes, 5 attributs. A1, j'ai 5. A2, j'ai 5 attributs. A3, j'ai 5. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, c'est-à-dire que si j'utilise la stratégie single table, j'aurai à avoir combien de colonnes au total? 20. 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 20. Donc je vais avoir 20 colonnes. Très bien. Alors maintenant, quand il s'agit d'un objet de type A1, il y a combien de colonnes qui vont être renseignées? Il y aura 5 plus 5, ça fait 10. Exactement. Et combien de colonnes qui vont rester nulles? 10. Donc plus 5, ça va rester nul. Ça veut dire quoi? Des colonnes qui restent nulles. Ça veut dire que sur chaque ligne de la table, vous avez 10 colonnes. Et chaque colonne, c'est combien d'octets? 4 octets. Ça veut dire que pour chaque ligne, vous allez réserver 40 octets. Vous allez réserver 40 octets le stockage que vous n'allez jamais utiliser. Si vous avez 1 million d'enregistrements, ça veut dire que vous avez 40 millions d'octets. Donc, c'est-à-dire, si vous regardez le stockage de votre base de données, vous allez trouver que sur une table, vous avez réservé 40 millions d'octets et que vous n'allez pas utiliser. Donc, vous voyez donc l'inconvénient de la stratégie single table, c'est que la base de données, ça prend plus d'espace qu'il en faut. Généralement, ça ne dérange pas parce que souvent, le stockage, ce n'est pas ce qui coûte cher pour les entreprises. Ce n'est pas 2 gigaoctets ou la 3 gigaoctets qui va coûter cher. Mais ce qui coûte cher, c'est le temps de calcul. C'est le calcul qui coûte cher, ce n'est pas le stockage. Parce qu'aujourd'hui, le stockage, à l'époque, oui. À l'époque, le stockage, ça coûtait trop cher. Si quelqu'un te donne 1 mégaoctet, tu peux vivre... je ne sais pas quoi. Mais maintenant, le stockage n'est pas ce qui est très coûteux. Sauf que, mais quand vous êtes dans des problématiques de big data, là c'est problématique. Quand vous avez une problématique de big data, d'ailleurs il y a un cours en big data que vous allez encore faire, et vous allez voir que quand la quantité de données qui arrive vers l'application arrive avec une vitesse très importante, ça veut dire que vous allez avoir une base de données qui va
augmenter de manière continue. Et quand la base de données augmente d'une manière continue, vous allez avoir des problèmes. Donc, ce qui fait que quand le nombre de colonnes qui reste nul devient très importante et que le nombre d'enregistrements, si vous voulez, est croissant, alors généralement on peut penser à utiliser une autre solution. Au lieu d'utiliser single table, on peut utiliser la solution table per class. Donc la deuxième solution, c'est d'utiliser la stratégie table per class. Ça veut dire quoi table per class? Ça veut dire que on va créer deux tables. On va créer une table pour stocker les comptes courants et une table pour stocker les comptes épargne. On va carrément les séparer. Vous allez avoir la table current account et la table saving account. Dans la table current account, je vais avoir que les colonnes liées les comptes courants, et dans saving account, je vais avoir que les colonnes saving account. Quand il s'agit d'un compte courant, je le stocke ici, et quand il s'agit d'un compte épargne, je le stocke dans l'autre table. Donc, quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'ici, je n'ai pas les colonnes qui restent nulles. Il n'y a pas le problème de stockage nul. Mais quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que vous avez beaucoup de tables qui ont la même structure. Vous avez des tables qui, vous regardez les colonnes qui se répètent. La date, date, balance, balance. Vous voyez donc, quand vous voyez beaucoup de tables qui ont à peu près la même structure, qui sont très proches, vous allez dire, je vais les fusionner en une seule table. Et si vous les fusionnez en une seule table, vous êtes où? Single table. Single table. Exactement. Donc, ce qui fait, la stratégie single table, plutôt table per class, quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand il y a une grande différence entre les classes dérivées. Par exemple, vous avez par exemple une classe étudiant et professeur, par exemple, qui vont hériter de la classe personne. Alors, quand vous avez étudiant, professeur qui hérite de la classe personne, si vous regardez les règles de gestion des étudiants et les règles de gestion des professeurs, vous allez voir, il y a une grande différence. Ça veut dire quoi une grande différence? Ça veut dire que vous allez trouver la classe étudiant, elle est liée à d'autres classes matières. Il est lié à d'autres classes, par exemple, les notes, les modules. On a le prof, il est lié à une classe, par exemple, telle, et d'autres classes. Vous voyez donc, quand vous avez des classes dérivées qui sont liées à d'autres classes, ça veut dire que techniquement parlant, vous avez intérêt à séparer. Donc il y a une grande différence entre les classes dérivées. Il y a beaucoup de colonnes différentes, il y a des relations différentes. Dans ce cas-là, on peut utiliser cette solution. Il y a de la solution donc table per classe. Sinon, il existe une troisième solution. Donc, la troisième solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle joint table. Donc, la stratégie joint table consiste à quoi? Consiste à créer trois tables. On va créer la table bank account, dans laquelle on va garder le ID, la date de création, balance, statut, currency. On va garder que ces colonnes. On va créer la table current account, dans laquelle on va garder que la colonne overdraft. Et on va créer une table saving account dans laquelle on va garder que le taux d'intérêt. Et après, on va ajouter une jointure. Ça veut dire quoi jointure? Ça veut dire qu'on va transformer cet héritage, l'héritage que nous avons ici, on va le transformer en une association. C'est comme, parce que l'héritage, on ne va pas le toucher, parce que l'orienté objet, c'est de l'héritage. Derrière la base de données. C'est comme si on va dire, quand on va vers le relationnel, on va considérer que l'héritage, c'est une association. Ça veut dire que la clé primaire de bank account devient clé étrangère ici. C'est-à-dire on va ajouter une jointure. Et ça nous donne une table account, ça nous donne une table current account dans laquelle il y aura overdraft, saving account dans laquelle on va avoir le taux d'intérêt, et puis vous avez une clé étrangère qui va être utilisée pour mettre en relation les tables. Donc, la solution c'est la solution joint table. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que premièrement, il n'y a pas de colonnes qui vont rester nulles.
Premier avantage. Deuxième avantage, je ne vais pas avoir des colonnes qui se répètent. بحال table per class. Mais شنو هو l'inconvénient? L'inconvénient, c'est la jointure. La jointure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais chercher un compte dans la base de données, je vais chercher les informations dans cette table et la suite dans une autre table. C'est-à-dire mes requêtes SQL, il y aura toujours des jointures, des relations. Et vous savez très bien que les jointures, c'est coûteuse pour la recherche. Donc quand vous avez beaucoup de données, ça c'est pas compliqué, c'est pas performant. Donc, HNA est la solution la plus privilégiée, la plus utilisée généralement. Généralement, la solution c'est single table. L'avantage c'est les performances, c'est la plus performante. Mais quand la logique, vous optez pour single table. Mais si vous voyez dans single table, il y a le nombre de colonnes qui restent nuls dépasse le nombre de colonnes qui vont rester nuls, bah vous allez vers joint table. Parce que joint table, ça règle le problème. Mais si vous voyez encore qu'il y a une grande différence, il a acheté la table ici, les tables, il y a une grande différence entre les classes dérivées, et bah, tout simplement vous allez opter pour table per classe. Donc il y a la logique qu'il faut appliquer. Donc si on vous pose la question, comment mapper l'héritage dans une base de données relationnelle? Alors généralement quand souvent on fait des entretiens, même les entreprises, vous savez, à la partie le mapping objet relationnel, il y a toujours des questions qui se posent comme ça. Donc, comment mapper l'héritage? Si on vous pose la question comment représenter l'héritage dans une base de données relationnelle, ne cherchez pas une solution. Parce que c'est ça l'astuce. Vous dites, il existe 3 stratégies. On peut utiliser single table, on peut utiliser table per class ou bien joint table. Quand est-ce qu'on va utiliser single table? Quand il n'y a pas beaucoup de différence entre les classes dérivées. Sinon, on va utiliser joint table. Mais joint table, là, je n'ai l'inconvénient de là. C'est que quand le nombre d'enregistrements devient très important, vous serez pénalisé pour la recherche. Ça prend du temps. Sinon, la troisième solution, c'est s'il y a une grande différence entre les classes dérivées. Donc, on va utiliser table per class. Donc, voilà. Alors, les concepts de base. Alors, maintenant, le projet... Oui? Le problème de performance, le modèle de joint table, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec les index, etc. Même avec tous les index, parce qu'en fait, les index, de toute façon, tu es obligé de les utiliser. Vous savez, les index, les champs indexés, tu les indexes là. Dans toutes les 3 solutions, tu auras besoin des index. Parce que c'est avec les index qu'on accélère la recherche sur les bases de données. Mais la jointure, généralement, ça pénalise. C'est-à-dire, quand vous avez une jointure, c'est comme si vous dites le moteur de base de données, il va chercher dans une table et il va chercher le reste dans une autre table, ça lui prend du temps. Et le grand problème, c'est quand vous avez des problématiques de big data. Donc, les problématiques de big data, il faut juste noter une chose, c'est que dans le domaine quand est-ce qu'on va dire, quand est-ce qu'on dit que le problème, c'est une problématique de big data? En fait, il y a ce qu'on appelle la règle, tout ça vous allez le voir, de ce qu'on appelle les 3V ou bien les 5V. 3V ou bien 5V. Donc, faites les 3V, vous allez trouver V, V, V. C'est volume. Vélocité. 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 Je ne sais pas si c'est comme ça. Vélocité. La vitesse. C'est comme ça? S. Vélocité. Et l'autre V, c'est variété. Vélocité. Vélocité. Variété. Donc, les 3 V.
qui va vous donner l'information comme quoi vous avez une problématique de big data. Ajna le volume. Quand la taille des données que vous gérez devient très très grande. Ajna très grande. On estime que dès que ça dépasse 1 teraoctet, on dit que nous avons un problème de volume parce que la quantité de données est très importante. Mais le volume tout seul n'est pas le critère. Le critère, c'est d'abord, il y a la variété. Je n'ai la variété. C'est que tu as des données format relationnel, avec des fichiers Excel, avec des fichiers de texte, avec des images, la variété de données. Vous avez des données avec des variétés qui sont différentes. C'est-à-dire que tu as des données structurées et des données non structurées. La troisième, c'est la vélocité. Je n'ai la vélocité. C'est la vitesse de réception des données. Si tu as une application de IoT, Internet of Things, ça veut dire que tu as des capteurs. Une application qui surveille l'autoroute. Il y a une caméra. Avec la caméra, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il y a un véhicule, on va faire le comptage. Chaque seconde, il va capter des informations et il les envoie. Imaginez l'application qui va recevoir les informations. Il va recevoir, chaque seconde, il reçoit la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de réception des données, elle est très importante. Et quand la vitesse de réception des données est très importante, ça veut dire d'ici 1 mois, 3 mois, 4 mois, 8 mois, vous allez... N'est-ce pas? Donc, si vous avez un problème dans lequel vous avez ça, eh bien, bye bye les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles ne marchent plus. Pourquoi? Parce que les bases de données relationnelles, ils utilisent les relations. Au fait, donc les relations, on utilise ce qu'on appelle les règles d'intégrité référentielle. C'est le SGBD relationnel, ils utilisent ce qu'on appelle les règles d'intégrité référentielle. Je nomme les règles d'intégrité référentielle. Retenez bien les éléments parce qu'ils sont extrêmement importants. Les règles d'intégrité référentielle, voient le fait de dire par exemple, quand je vais ajouter une facture, j'ai une facture qui appartient à un client, n'est-ce pas? J'ai une facture qui appartient à un client. Et quand je vais ajouter une facture, par exemple, je vais ajouter une facture, donc la facture, c'est spécifique le Customer ID, n'est-ce pas? Parce qu'une facture appartient à un client. Et quand je vais enregistrer la facture dans la table facture, je dois vérifier où le client existe. Parce que ça n'a aucun sens d'ajouter une facture appartenant à un client qui n'existe pas. Donc c'est que le moteur de base de données, à chaque fois que vous faites insert facture, il va chercher dans la table customer, wesh هذا customer ça existe. Donc vous voyez, donc il doit vérifier les règles d'intégrité. Wesh la facture qui a été jetée, est-ce qu'il appartient à un client réellement qui existe? Donc il doit vérifier. Ou bien quand vous voulez supprimer un client, vous dites par exemple, je vais supprimer un client. Quand je vais supprimer un client, le moteur de base de données, il doit vérifier d'abord, est-ce que le client n'a pas des factures? Parce que s'il trouve qu'il y a des factures pour ce client, il va vous dire, vous n'avez pas le droit de supprimer le client, parce que ce client possède des factures. Je ne peux pas supprimer un client alors qu'il y a des enregistrements qui font appel à ce client. Donc le moteur de base de données relationnel, ils sont programmés comme ça. À chaque fois, si vous voulez ajouter, il va vérifier les autres tables. Si vous voulez supprimer, il va vérifier les autres tables. Et quand vous avez une problématique de big data, chaque opération que vous allez faire la base de données relationnelle, vous allez attendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que le moteur de base de données, il va vérifier les règles d'intégrité référentielle. Et ça, c'est pas... Donc, ce qui fait que si vous avez les problèmes une problématique de big data, et bien tout simplement, on ne va pas utiliser les bases de données relationnelles. On va vers d'autres systèmes de stockage, comme par exemple des bases de données NoSQL. Dans les bases de données NoSQL, c'est not only SQL.
Donc vous allez trouver il y a plein de SGBD comme MongoDB par exemple, c'est très connu. MongoDB. Il y a d'autres SGBD comme Cassandra. Neo4j, etc., etc. Ça dépend. Elasticsearch. Donc vous avez beaucoup de types de stockage. La particularité de les SGBD non SQL. قبل ما نقول لكم هذا non SQL, d'abord في les bases de données relationnelles كاينين deux caractéristiques fondamentales اللي هما هي la base هو les règles d'intégrité référentielle, c'est ce que je viens de vous expliquer. La deuxième, c'est les SGBD relationnels ne tolèrent pas la redondance de données. N'est-ce pas? On ne tolère pas la redondance des données. Quand j'enregistre une facture, n'est-ce pas? Je vais enregistrer dans la facture que le ID du customer. Je ne vais pas enregistrer le nom du customer sur la facture. Parce que le nom du customer se trouve dans quelle table? Customer. Je ne dois pas répéter la même information, je ne dois pas l'enregistrer deux fois. Il faut l'enregistrer une seule. Si j'ai par exemple le nom du client dans la table client, et bien dans les autres tables, je ne devrais pas trouver le nom du client. Donc là, on ne tolère pas la redondance de données, les bases de données relationnelles. Mais quand vous passez le MySQL, eh bien, on va tolérer. Donc quand vous passez vers les applications Big Data, eh bien, on va dénouer les relations. Donc on cache les règles d'intégrité référentielle. Parce que si on utilise les règles d'intégrité référentielle, on est foutu. Donc on hide les règles d'intégrité référentielle pour ne pas tarder à vérifier les données sont cohérentes. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que les bases de données, si vous travaillez avec MongoDB, si vous lui dites je veux enregistrer une facture qui appartient à un client qui n'existe pas, il s'en fout. Ben, il va l'enregistrer. Ça existe ou là, ça n'existe pas, c'est ton application qui est responsable. C'est à ton application de vérifier, avant d'enregistrer la facture, c'est ton application qui doit vérifier où le client existe ou là. Donc c'est pas le SGBD qui fait ça. C'est la première. Donc il n'y a pas d'intégrité référentielle. Le deuxième, on va tolérer la redondance des données. C'est que quand j'ai enregistré une facture d'un client, à l'intérieur de la facture, je vais enregistrer le nom du client, le prénom du client et l'adresse client. La facture. Et quand je vais enregistrer une autre facture du même client, je vais enregistrer la facture 2 et à l'intérieur de la facture, j'ai encore le nom du client, j'ai l'adresse client parce que les données sont enregistrées sous forme des objets JSON. Donc, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que quand je vais consulter une facture, quand je suis la machine là où il y a avec la facture, quand je crée la facture et à l'intérieur de la facture, je trouve toutes les informations sur la facture. Je ne vais pas chercher dans une autre table pour récupérer les informations sur le client. Donc on va tolérer la redondance des données. Donc c'est ça quelque chose que vous allez apprendre, donc, notamment quand vous allez utiliser l'écosystème de Big Data. Parce que quand vous êtes dans un écosystème Big Data, et bien tout simplement vous allez tomber vous allez utiliser des SGBD dans lesquels on hide les relations, hide l'intégrité référentielle, plus on va tolérer la redondance des données. Parce que quand on a une problématique de Big Data, c'est que les données vont être stockées sur une seule machine, parce qu'une machine n'est pas suffisante. La facture, la machine. La deuxième facture, elle va être enregistrée dans l'autre machine. Donc vous voyez, c'est des systèmes qui sont distribués. Et du coup, donc on n'a pas intérêt à faire les relations entre donc tout ça résout des problèmes. Mais pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que c'est pas vraiment l'objectif de ce projet. Je vous ai raconté ça, c'est juste que quand vous utilisez le modèle, ça marche bien. Le joint table, il marche bien. Mais quand vous voyez la quantité de données devient très importante, mais ça marche plus. Soit que vous restez single table, soit tout simplement vous basculez vers MongoDB ou la Cassandra ou un autre SGBD
dans lequel on va résoudre le problème. Bon, ici, je vous ai parlé des 3 V, mais en réalité, après, on a ajouté 2 autres V. Mais tout ça, je vous laisse vous-même découvrir ça. Il y a un V qui c'est la véracité, et un autre V, c'est la véracité, la vichihajacité. Salam alaikum. Alors, en tout cas, les plus importants, parce que c'est les 3 V. Mais après, si vous entendez les 5 V, vous allez trouver il y a 2 V qui s'ajoutent. Il y a 2 autres V. S'il y a quelqu'un qui a trouvé le 5 V, qui me le dise. C'est la value, exactement. C'est la value, la valeur. A dit la valeur, a dit la véracité. Véracité. On a dit c'est la valeur. La valeur, c'est-à-dire les informations que l'homme les un nombre de la valeur. Parce qu'il se peut que vous avez un système qui reçoit beaucoup de données, ou alors qu'il y a beaucoup de données qui ne servent à rien. Donc ça les valeurs, les données qui y arrivent, est-ce qu'ils vont servir à quelque chose? Parce que s'ils ne servent à rien, je ne vais carrément pas les enregistrer. Donc c'est à peu près ça. C'est bon? Alors maintenant, dans le projet, comment on va travailler? Donc vous allez commencer aujourd'hui donc à travailler d'abord la première partie, le back-end. Alors, le back-end, comment on va créer d'abord les entités. Donc on va créer la classe d'abord bank account. Alors la classe bank account, c'est une classe qui est abstraite. Donc je rappelle, ça c'est les fondamentaux de l'orienté objet. Alors, si vous regardez votre diagramme de classe, on peut dire que ça, la bank account, c'est une classe abstraite. Je vous rappelle qu'une classe abstraite, c'est quoi? C'est une classe qu'on ne peut pas instancier. C'est-à-dire que dans la pratique, je vais créer soit un compte courant, soit un compte épargne. Donc, les classes compte courant et compte épargne, on a les classes que je vais créer, les objets que je vais créer. Mais la classe bank account, c'est une classe qui est abstraite. Je ne devrais pas pouvoir l'instancier. C'est comme si vous arrivez vers un banquier, vous lui dites « je veux créer un compte ». Si vous lui dites « je veux créer un compte », c'est abstrait. Pourquoi c'est abstrait? Parce qu'il va te dire quel type de compte. Mais si tu viens lui dire « je veux créer un compte épargne », c'est que c'est des concrets. Mais un compte, c'est quelque chose de abstrait. Quand vous dites un compte, c'est quoi? C'est comme si vous dites une personne. Personne, c'est une classe abstraite. Un véhicule, c'est une classe abstraite. Donc, dans notre cas ici, c'est une classe abstraite. Alors, c'est une entité GPA, mais c'est une classe qui possède des classes dérivées. Donc, il y a de l'héritage. Et comme il y a de l'héritage, donc on va utiliser quelle annotation? Regardez. On va utiliser l'annotation inheritance. Donc, inheritance, c'est une annotation qui indique comme quoi la classe possède des classes dérivées. Alors, du moment que maintenant, il y a de l'héritage, il faut maintenant dire à GPA quelle stratégie. Parce que si vous lui dites inheritance, oui, mais il va vous dire, dites-moi, est-ce que je vais créer une table, ou bien 2 tables, ou bien 3 tables. Donc c'est à moi de lui dire, tu vas utiliser quelle stratégie. C'est pour cela ici, vous avez ici stratégie. Et dans stratégie, qu'est-ce que vous utilisez? Single table. Donc si vous lui dites single table, ça veut dire que toutes les classes qui vont hériter de la classe bank account, il va les regrouper dans la même table. Et du moment que c'est la stratégie single table, il nous faut la colonne type. N'est-ce pas? Je dois lui dire comment s'appelle la colonne type. C'est pour cela qu'on va utiliser la notation discriminator colonne. Discriminator colonne, vous avez ici la colonne s'appelle type. Et laquelle longueur? 4 caractères. C'est-à-dire maximum 4 caractères. Et maintenant, les classes dérivées current account, c'est une classe qui hérite de la classe bank account. Et c'est une classe qui hérite de bank account, vous mettez entity. Mais voyez, donc même si vous mettez entity, il ne va pas créer une table pour ça. Pourquoi? Parce que la classe hérite de bank account et que bank account utilise single table. C'est-à-dire que tous les attributs que vous allez déclarer dans current account, ils vont être stockés dans la même table. OK?
Alors, sauf qu'il faut ajouter la notation. Discriminator value. Donc, discriminator value égale CA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en train de lui dire, quand il s'agit d'un compte courant, à quoi est égal la colonne type? C'est CA. C'est-à-dire, si la colonne type égale CA, il s'agit d'un compte courant. Si c'est un SA, saving account, il s'agit d'un compte épargne. Donc ici, donc SA, CA. Donc c'est comme ça qu'on va mapper l'héritage en utilisant la stratégie single table. Si vous voulez utiliser table, join table, vous mettez ici tout simplement join table et après, ce n'est pas la peine de mettre discriminator colonne et ce n'est pas la peine de mettre discriminator value. Dans ce cas-là, il va vous créer 3 tables. Si vous mettez table per class, il va vous générer deux tables. Donc vous pouvez expérimenter ça, mais dans notre cas ici, on va s'intéresser à join table. Et puis il y a les relations. Donc je nomme les relations. Donc nous avons ici un bank account appartient à un customer. Donc ici vous avez un objet de type customer et dans ici customer vous allez utiliser many to one. Pourquoi many to one? C'est-à-dire plusieurs comptes pour un customer. C'est-à-dire un customer peut avoir plusieurs comptes. Many to one. Et si vous avez many to one, ça veut dire automatiquement dans la table bank account, vous allez avoir une clé étrangère qui représente customer ID. C'est-à-dire la clé primaire de customer devient clé étrangère dans la table bank account. Et puis vous avez ici, alors vous avez ici customer. Dans customer, vous avez une liste de bank account. Et list bank account ici, c'est une relation de type one to many. Vous voyez donc, pour la classe customer, vous avez une liste de comptes one to many. Ou pour la classe bank account, vous avez un objet de type customer, c'est many to one. C'est une relation bidirectionnelle. Alors, quand il s'agit d'une relation bidirectionnelle, dans la notation one to many, il faut ajouter ça. Mapped by égale customer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire had one to many, il représente la même relation qui existe dans la classe bank account dans un attribut qui s'appelle customer. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous lui dites dans la classe bank account, il y a un attribut qui s'appelle customer qui utilise une relation many to one. Donc, avec many to one, il y a la classe bank account et cette relation one to many, c'est la même relation. Donc, si vous ne mettez pas had mapped by, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que GPA, quand il trouve many to one, ça veut dire qu'il crée une clé étrangère. Quand il trouve one to many, il crée une clé étrangère. Donc, si vous ne mettez pas had mapped by, il va chercher à vous créer combien de clés étrangères? 2. Et pourtant, c'est la même relation. Parce que le relationnel, il est bidirectionnel ou unidirectionnel. Relationnel, one to many, ça veut dire clé primaire devient clé étrangère. Donc, ce qui fait, pour lui dire qu'il s'agit de la même relation, comme ça, les deux relations vont être représentées par la même clé étrangère, il faut utiliser had mapped by. Donc, mapped by customer. Alors, la même chose ici. Vous voyez ici dans bank account, vous avez une liste d'opérations. Vous avez mapped by bank account. Et dans la classe account operation, vous avez un objet de type bank account. Ici, vous avez many to one. Donc, c'est la relation many to one que nous avons ici. Et la relation one to many que j'ai ici, c'est la même chose. Ils sont représentés par la même clé étrangère. Donc, hadi mapped by. Et enfin, vous avez dans les relations one to many, vous avez l'attribut qui est très important, les feature. Alors, feature, c'est une propriété qui peut avoir deux valeurs possibles. Donc, feature peut avoir deux valeurs possibles, soit lazy
ou bien eager. Exactement. Alors par défaut, Fitch, la valeur de Fitch c'est lazy. D'accord? Alors lazy ça veut dire quoi? Lazy ça veut dire tout simplement c'est ce qu'on appelle le chargement paresseux. Cassoul. Alors paresseux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous demandez à Hibernate de charger en mémoire un objet de type bank account, je lui dis je veux charge-moi un objet bank account en mémoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener tous les attributs de bank account, il va charger en mémoire les informations sur bank account, mais il ne va pas charger la liste des opérations de ce compte. Donc quand je lui dis charge-moi un compte, il ne va charger que les informations sur le compte en mémoire. Il ne va pas charger la liste des opérations. Pourquoi? Parce que la liste des opérations, il fonctionne en mode lazy. Mais par contre, si mon application a besoin de la liste des opérations, c'est-à-dire vous lui demandez charge-moi cet objet compte, il va le charger. Et si dans votre application vous appelez l'objet compte.get get account operations, get, quand vous allez appeler le getter, c'est à ce moment-là que Hibernate, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à ce moment-là qu'il va vers la base de données pour chercher les opérations de ce compte. C'est-à-dire ici, lazy, ça veut dire que les données vont être chargées uniquement sur demande. Si on a besoin de ça, il va les charger. S'il n'a pas besoin, il ne va pas les charger. Donc, le mode paresseux. Alors, l'inverse, c'est eager. Alors, si vous mettez eager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous lui demandez de charger un objet compte, il va vers la base de données, il va ramener le compte, les informations sur le compte, mais en même temps, il va ramener la liste des opérations de ce compte. Donc, le mode eager, c'est un mode qui est un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on risque de charger en mémoire beaucoup de données dont on n'a pas réellement besoin. On charge en mémoire beaucoup de données dont on n'a pas besoin. Je vous donne juste un exemple ici. Regardez. Faites la relation ici. Supposons que la relation fonctionne en mode eager. Et cette relation fonctionne en mode eager. Ok? Ou quand j'ai l'application, je fais quoi? Je fais customer repository.findAll. Vous savez, je n'ai customer repository find all. Find all, ça veut dire quoi? Je veux charger tous les customers. Là, customer repository.findAll. Je lui demande charge-moi tous les customers. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il va charger les customers. Pour chaque customer, regardez, chaque customer, il y a une liste de bank account. Comme la liste fonctionne en mode eager, ça veut dire quoi? Pour chaque customer, il va vous ramener en mémoire quoi? Tous les comptes de ce client. Et pour chaque compte, regardez, vous avez une liste d'opérations. C'est-à-dire pour chaque compte, il va charger toutes les opérations de ce compte. Ça veut dire que qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de charger toute la base de données en mémoire. Avec une seule opération. Customer repository find all. Charge-moi toute la base de données en mémoire. Vous allez planter votre application. Et pourtant, moi, j'ai besoin juste d'afficher le nom du client et, vous voyez, donc vous avez chargé toute une base de données en mémoire pour consulter quelques informations sur le client. Donc, il faut faire attention. Le monde de l'objet, il y a des relations. Donc, les relations qui existent entre les objets, donc, les relations, ils fonctionnent soit en mode lazy ou bien en mode eager. Alors, généralement, par défaut, c'est le mode lazy qui est utilisé. C'est ce que vous allez privilégier. Mais quand est-ce qu'on utilise le mode eager? Alors, le mode eager, on l'utilise quand vous avez des relations, une composition. Par exemple, vous avez une voiture, par exemple, qui se compose, c'est une composition, comme ça.
La composition, on la représente par un losange noir comme ça. Se compose d'un moteur et de 4 roues. C'est une relation qui est une composition. Il est tout à fait évident que à chaque fois que je vais charger en mémoire une voiture, quand je vais charger une mémoire, j'ai besoin de charger le moteur et les 4 roues. C'est normal, parce qu'une voiture sans moteur, ça n'a pas de sens, et une voiture sans 4 roues, ça n'a pas de sens. Donc, la relation qui est forte, c'est ce qu'on appelle une composition. Si vous avez une composition, donc je peux mettre ici quelle relation? Le Fitch doit être égal. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est de la composition. Encore, quand vous avez par exemple la sécurité, vous avez la classe user qui est en relation avec la classe role. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle concerne plusieurs utilisateurs. Donc, il est tout à fait évident, à chaque fois que je vais charger un utilisateur, j'ai besoin de ces rôles. Parce que pour la sécurité, quand je fais l'authentification, je charge en mémoire. Je charge quoi? L'utilisateur et les rôles. Donc, je peux utiliser le mode eager. Donc, là, peut-être on va utiliser eager, mais sinon, le reste, c'est vous laissez par défaut lazy. D'ailleurs, ici, si vous mettez rien, vous voyez donc la liste de customers, ici. Par exemple, un compte peut avoir plusieurs comptes. Donc, je ne mets pas la valeur. Donc, par défaut, c'est lazy. Fitch. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut comprendre lazy et eager parce que c'est un problème il y a beaucoup d'exceptions qui vont sortir parfois, l'utilisation des bases de données. Lazy exception. Le mode ce qu'on appelle lazy level. Donc, c'est un mode qu'il faut comprendre. Lazy, ça veut dire quoi? C'est que quand je vais charger quelque chose, je ne vais pas charger les autres objets dépendants. Je ne vais les charger qu'en cas de besoin. Je vais vous donner un exemple, juste dans votre vie quotidienne. Je donne toujours cet exemple-là aux étudiants, comme ça, parfois, parce qu'on peut oublier des choses techniques comme ça, mais les exemples, on ne les oublie jamais. Et c'est toujours important. Chez vous, à la maison, est-ce que vous travaillez en mode lazy ou bien en mode eager? Lazy eager. Alors, je vais vous dire l'histoire. Regardez, chez vous, à la maison, ça arrive parfois, vos parents, là, votre maman, ils préparent une table pour le petit déjeuner. N'est-ce pas? Ils préparent le petit déjeuner et après, ils se rendent compte qu'on a besoin du pain. On a besoin du pain. Et quand vous êtes le plus jeune de la maison, on commence à vous regarder. Donc, n'est-ce pas? Alors, regardez bien. On va vous demander d'aller acheter le pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous déplacer vers la base de données. Bon, la base de données, c'est là où vous allez chercher du pain. Vous allez vous déplacer et vous allez acheter du pain. Vous allez revenir. Donc, vous faites un va-et-vient. Alors, vous êtes Hibernate, le framework. Vous allez vers la base de données, vous allez ramener quoi? Du pain. Et quand vous ramenez du pain, alors dans la table, il y a du pain, il y a d'autres choses. Mais après, on s'est rendu compte qu'on a également besoin du fromage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va vous demander encore d'aller chercher le fromage. Vous allez encore vous déplacer une deuxième fois pour ramener du fromage. Vous allez ramener le fromage. Si encore vous avez besoin au fur et à mesure que vous travaillez, vous avez besoin, vous allez vous déplacer pour acheter. C'est quel mode ça? C'est le mode lazy. Donc le mode lazy, c'est-à-dire que une fois que je ne vais acheter que les choses qu'on m'a demandé de ramener. N'est-ce pas? Donc ça, c'est le mode lazy. Lazy.
Alors maintenant, si vous travaillez au mode Y, bah sûrement, si la chose, si aujourd'hui, votre maman, il vous dit, ramenez le pain, ah, j'ai oublié le fromage. Il vous le demande une deuxième fois, une troisième fois, mais à partir de la troisième fois, il va vous demander le pain. Une fois que vous êtes sur place, vous allez acheter le pain et vous allez acheter le fromage. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter le pain, vous allez dire, ah, il se peut qu'ils auront besoin du fromage. Vous allez acheter du fromage. Ah, il se peut qu'ils auront besoin de la confiture. Vous achetez la confiture. Donc, on vous a demandé d'aller acheter le pain et vous avez acheté quoi? Le pain, fromage et confiture. Donc, le mode. C'est le mode Y. L'avantage. L'avantage, si on a réellement besoin de tout ça, c'est que vous avez gagné du temps. Mais si on n'a pas besoin, c'est que vous avez ramené quelque chose qui ne va pas être consommé. C'est la même chose. Donc, si jamais vous oubliez, on vous pose la question d'Ilad Igr lazy. Si vous oubliez, le fromage. Ça fait exactement. Est-ce que c'est clair? Donc, les bases de données relationnelles, d'une manière générale, l'orienté objet, le mode lazy Igr, c'est un concept qu'il faut connaître. Il faut, quand vous avez une relation one-to-many ou la many-to-many, one-to-many ou bien many-to-many, il faut que la relation, il faut spécifier wesh lazy ou bien Igr. Si vous mettez rien, par défaut, c'est quoi? C'est lazy. Ce qui est logique. Voilà, une fois que vous créez les entités GPA, vous allez créer donc les interfaces repository. Donc vous avez 3 repositories: Bank Account Repository, Customer Repository et Account Operation Repository. Une fois que vous créez les repositories, vous allez tester la base de données. Vous allez créer les DTO, vous allez créer le service, les contrôleurs et vous testez le backend. Alors tout ça, donc je vais vous laisser sur Classroom les démonstrations vidéo, parce que ça je l'ai déjà fait avec vos prédécesseurs. Vous allez trouver toutes les explications qui vous montrent comment créer le backend et comment créer les DTO, comment utiliser le mapper, comment utiliser modèle mapper. Donc toutes les choses dont je vous ai parlé, il va falloir les mettre en œuvre. Alors en même temps c'est une révision, en même temps c'est un projet que vous allez travailler, ça vous permet de monter en compétences. Et en même temps, donc, vous avez un modèle d'application sur lequel vous pouvez vous baser si vous travaillez sur un autre projet similaire. Donc voilà, donc ça c'est quelques juste aperçus de code que vous allez faire après. Voilà, alors je pense que ça c'est la présentation du projet. Alors maintenant, pour le reste, donc c'est à vous de travailler sur les parties. Première partie, la semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine, on aura le backend. Ok? Alors, vous allez trouver tout Classroom. La semaine d'après, Monsieur, le son qui est très. Le son qui est très. Ok? Oui, tu as raison. Depuis tout. Ça va mieux? Oui, monsieur, d'abord, monsieur. Donc voilà, donc je disais donc sur Classroom, vous allez trouver donc l'activité pratique projet, dans laquelle il y a la partie back-end et la partie front-end. Donc la première semaine, vous allez essayer d'avancer sur le back-end. La prochaine étape, donc je vais voir avec vous chacun qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. sur le back-end. La semaine d'après, vous allez terminer le front-end avec Angular. Et la troisième semaine, vous allez travailler la sécurité avec JSON Web Token. Et comme ça, pour le reste, on vous laissera le temps de voir comment le déployer. Chacun fait des efforts. Et à la fin, donc, je vais vous montrer une démonstration comment faire pour déployer sur des conteneurs Docker et tout ça, sachant que c'est des choses que vous allez voir l'année prochaine. Et entre-temps, nous, on va passer à un autre cours concernant l'intelligence artificielle distribuée, c'est-à-dire les systèmes multi-agents. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on va essayer de travailler. Est-ce que c'est clair? Alors s'il y a des questions,
Alors, s'il n'y a pas de questions, donc soit qu'on prend la pause, soit que je vous lâche aller chez vous travailler ça. Donc, alors, ça dépend. Est-ce que vous avez encore les batteries sont bonnes? Ça va? Ouais, parfait. Alors, dans ce cas-là, on va prendre la pause. D'accord? Une pause, changer un peu d'air. Ceux qui ont des contraintes et éventuellement, etc., donc ils peuvent toujours partir. Les autres, donc vous restez, vous travaillez. Alors, en tout cas, donc je vais laisser ça sur Classroom. Je vous laisse le temps en tout cas, surtout la première partie. Vous créez le projet, vous créez les entités, quand la base de données il est générée, etc. Et je suis sûr qu'après, chez vous, vous pouvez avancer. Et moi, donc, juste après la pause, donc je vais vous laisser les éléments. Je vais le faire maintenant. Je vais laisser ça sur Classroom. Donc, et après, on prend la pause.